Salut, moi c'est Alex, passionné de zoologie, l'étude des animaux. Depuis que j'ai rencontré Marie il y a maintenant plus de 7 ans, on partage une passion commune pour le pays du soleil levant. Au travers de tout notre amour développé pour la culture japonaise au fil des années, est née une curiosité grandissante pour les écosystèmes de l'archipel. Ses forêts, ses jungles, ses montagnes, ses plages, ses fonds marins, et bien entendu sa faune et sa flore. Le Japon s'étend sur plus de 3000 km, offrant une diversité d'habitats tout simplement incroyable. Le 6 avril 2023, j'ai soutenu ma thèse à l'université de Caen, devenant ainsi docteur en biologie marine. Avec Marie, nous avons convenu que la fin de mon parcours universitaire était le moment idéal pour réaliser un de nos rêves. Il faut qu'on en profite un maximum, seulement il y a tellement de choses à voir. Le Japon compte 34 parcs nationaux et des milliers d'îles. Les 4 plus grandes sont Honshu, Shikoku, Kyushu et Hokkaido, sans oublier l'archipel d'Okinawa au sud. Après avoir découvert Tokyo, Kyoto et le mont Fuji dans le premier épisode, nous nous dirigeons actuellement vers la partie méridionale du Japon. En faisant mes recherches, j'ai appris l'existence du parc national d'Iriomote Ishigaki, à cheval entre les deux îles du même nom et fondé en 1972. Plus grande mangrove du Japon, parmi les plus grands récifs coralliens de l'hémisphère nord, l'habitat rêvé pour tout un tas de fascinantes créatures. J'avais déjà en tête une liste d'espèces que je voulais observer un jour là-bas. Le choix a été fait. Je vous emmène avec moi dans notre première expédition en région tropicale. C'est Norska.っていうのは蛇の仲間ですけども、大きな獲物を飲み込むためにこの器官が先端につくことによって。 230 ans cet arbre. 230 ans. Est-ce que vous connaissez Okinawa? Si oui, est-ce que vous pourriez me situer ça sur une carte? Je pose la question car Okinawa désigne à la fois une préfecture, un archipel et une île. C'est pas le truc le plus simple à comprendre, donc reprenons tout ça. Situé au sud-ouest des grandes îles japonaises et au nord-ouest de Taïwan, l'archipel Nansei est formé de 3 archipels, que sont Satsunan, Ryukyu et Daito. L'archipel Satsunan est rattaché à la préfecture de Kagoshima, tout comme le sud de Kyushu. Au sens strictement géographique, la préfecture d'Okinawa correspond à l'archipel des Ryukyu dans la mer de Chine orientale et à l'archipel de Daito dans la mer des Philippines, plus excentré, ce qui fait quand même un total de plus de 160 îles. Les îles Ryukyu forment 3 ensembles à leur tour. L'archipel d'Okinawa, avec l'île principale d'Okinawa et sa capitale Naha de plus de 300 000 habitants, l'archipel de Kerama, très proche d'Okinawa, et enfin l'archipel de Sakishima. Et là encore, on différencie 3 ensembles. Les îles Miyako, les îles Senkaku, inhabitées et revendiquées par la Chine et Taïwan, et enfin les îles Yaeyama. 12 îles localisées à 200 km de Taïwan, dont les plus grandes sont Ishigakijima et Ryomotejima. L'île d'Ishigakijima est la plaque tournante des îles Yaeyama. On y trouve la plus grande ville du même nom, Ishigaki, avec près de 45 000 habitants, soit plus de 80% de la population des îles. Sur Taketomi, il existe un village hors du temps. L'île Yonaguni, la plus à l'ouest du Japon, est un spot connu des amateurs de plongée sous-marine. Et enfin, l'île d'Iryomotejima est recouverte à 90% de mangroves et de jungles denses. On y compte seulement 2000 habitants. Bon bienvenue dans le Japon tropical et actuellement on est sur l'île principale d'Ishigaki au niveau de la plage de Kabira. Et vous allez le voir, la faune et la flore ici n'ont rien à voir avec le reste du Japon. Et pour bien commencer notre séjour à Ishigaki, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait de la plongée.
3 plongées en une journée, vous allez voir ça tout de suite, c'était une dinguerie. Avec Marie, on s'était programmé une journée entière dédiée à la plongée. Et depuis que j'avais appris lors de mes recherches qu'Ishigaki était un spot mondialement reconnu pour ses populations de raies manta, c'est devenu mon objectif principal de la sortie. Chose que je n'ai pas hésité à expliquer à notre chef de palanquée Anthony, qui n'a pas du tout été surpris. Forcément, tout le monde devait lui demander ça à chaque fois. Je n'ai vu qu'une seule fois une raie manta dans ma vie. C'était à l'aquarium de Nausicaa à Boulogne-sur-Mer il y a quelques années. Mais la possibilité d'en voir une, là, dans quelques instants, dans son milieu naturel, Ishigaki est une île unique, dans la mesure où elle est située dans le lagon de Sekisei, offrant un environnement idéal pour la plongée sous-marine, des profondeurs allant de 5 à 30 mètres et peu de courant. La géographie formée par les îles voisines de l'archipel Yaeyama crée un abri contre le vent dans la plupart des directions, sauf cas extrême, genre un typhon. Ce qui n'est pas rare d'août à début octobre, mais heureusement, on est en avril. On a fait un petit récap des consignes de plongée, car à ce moment-là, avec Marie, nous n'avions pas plongé depuis l'été 2019, soit quasiment 4 ans. Bon c'est parti pour plonger. Dernière inspiration à la surface, et c'est parti. Première plongée, Première plongée. c'était bien. J'ai fait une grosse bêtise. T'as pas mis ton détendeur au début. Plongée numéro 2. J'espère que la GoPro va tenir. Et j'espère qu'on va voir des tortues. Des tortues. Vous voulez voir des tortues? Et on a eu de la chance, car lors de la deuxième plongée, on a fait notre toute première observation de tortue marine, une tortue verte qui était en train de se reposer sur le récif. La grosse dinguerie, c'est quand sous l'eau, j'ai capté le premier tricoréier qu'on venait de croiser. Difficile de pas les reconnaître, mais je crois que Marie ne réalisait pas à ce moment ce qu'on avait sous les yeux. Le genre Laticoda appartient à la famille des élapidés. Ouais, la même famille que les cobras, mamba et taipan. Leur venin neurotoxique est extrêmement puissant, car les Laticoda, qui chassent près des côtes, l'utilisent pour vite immobiliser leur proie sous l'eau, les poissons pouvant détaler à toute vitesse même après avoir été mordus. Les tricoréiers s'attaquent aussi aux murènes,
Mais la chance pour nous, c'est qu'ils ne sont pas du tout agressifs envers les humains, et les croisés ne représentent aucun danger, même si leur venin est mortel. Les accidents sont rarissimes, et il y a même certains pêcheurs locaux qui les dénouent des filets et les rejettent dans l'eau à main nue. Les tricoréiers reviennent sur la terre ferme pour se réchauffer, digérer, boire de l'eau douce, dormir, muer et pondre dans le sable. On rencontre les différentes espèces dans le nord de l'océan Indien, l'ouest de l'océan Pacifique, les eaux d'Asie du Sud-Est et autour de l'Australie. Je pense avoir croisé plusieurs espèces au cours des plongées, mais certaines sont difficiles à identifier. Ici, c'est l'Atycoda semifasciata, le tricoréier asiatique, atteignant 1,70 m et pouvant tenir en apnée pendant 6 heures. Contempler ce géant aquatique en train de nager autour de la station de nettoyage était vraiment une expérience apaisante et hypnotisante. Ce site s'appelle Manta Point, pour la simple et bonne raison qu'il y a souvent des raies manta, car c'est une station nettoyage. Les raies manta y viennent régulièrement pour se faire déparasiter par les poissons. Tout le monde y trouve son compte. Les poissons ont de la nourriture et les raies manta se débarrassent de leurs parasites. Les mantas se nourrissent en filtrant l'eau de mer, récupérant ainsi du zooplancton. L'envergure de la raie manta de récif oscille entre 3 mètres et 3,50 m, mais peut atteindre près de 5 mètres. Sa cousine, océanique, plus grande, peut atteindre les 7 mètres. La répartition des taches noires sur le ventre forme une signature unique qui permet aux biologistes d'identifier clairement chaque individu. Elles peuvent être très denses, alors que chez les raies manta océaniques, le ventre est généralement blanc avec très peu de taches, sauf dans la zone proche des nageoires pelviennes. Il y a plein de petites différences entre les deux espèces. Chez la récif, on dénote 2 taches plus claires sur le dessus de la tête avec un dégradé, dont la séparation longitudinale forme une sorte de Y sombre, alors que chez l'océanique, la face dorsale est bien plus sombre, et les 2 taches blanches sont bien marquées sans effet de dégradé. Le taux de fécondité des mantas est très faible, un unique petit tous les 5 ans en moyenne. La gestation très longue, 1 an, et leur maturité sexuelle tardive, 8 à 10 ans pour les femelles. Cela ne permet pas de compenser la surpêche et le marché des branchies pour la médecine traditionnelle chinoise. Malheureusement, ces majestueux animaux sont en déclin. La plongée, c'était un truc de dingue, mais pas le temps de se reposer. J'avais qu'une envie maintenant, c'était aller dans la jungle. Une petite douche et on embraye directement pour le Bana Park. On est au Bana Park à Ishigaki, c'est sur les hauteurs de la ville. On est parti vers 17 h, comme ça on va avoir une partie de jour et on va avoir une partie herping nocturne en espérant voir des petits trucs sympathiques, de la bonne bestiole. Oh, une grosse bestiole là. Certains d'entre vous ont sûrement reconnu ce cri. Et pour le coup, on n'a pas eu de mal à spotter les 2 mâles pans bleus perchés dans les arbres qui étaient en train de manger des feuilles. Le pan bleu est originaire des forêts d'Asie, en Inde, au Pakistan, au Sri Lanka, mais de petites populations introduites existent un peu partout à travers le monde, comme c'est le cas ici.
À Ishigaki, c'est bien une population autosuffisante et vivant véritablement à l'état sauvage qui s'est établie. Le pan bleu appartient à la famille des Phasianidés. Donc oui, c'est un cousin de notre faisan de Colchide, qui d'ailleurs lui aussi est originaire d'Asie à la base et a été introduit en Europe au Moyen-Âge. Alors on dirait pas comme ça, mais malgré sa taille, le pan est bien capable de voler, même s'il préfère marcher et grimper, surtout pour les mâles. C'est pendant qu'on était en train de regarder les pans depuis le pont qu'on a vu quelque chose de beaucoup plus intéressant. Bon bah là on vient de voir notre premier renard volant. Et en vrai en vol c'est super impressionnant. Je croyais que c'était une chouette, tellement le truc est balèze. Je crois que c'est le genre Pteropus. Vous aimez bien les renards volants? C'est trop beau, j'adore. Et en vrai là au-dessus du pont, on l'a vu plusieurs fois passer. Donc on va attendre qu'il repasse. Il y a les 2 pans là-bas. La roussette des Ryukyu est une chauve-souris géante. Mais avant de parler d'elle, petit point classification. Traditionnellement, l'ordre des chiroptères, les chauves-souris, était divisé en 2 sous-ordres. On avait les microchiroptères d'un côté, majoritairement insectivores, utilisant intensivement l'écholocation, dépourvus de griffes à l'index et grosso modo une gueule aplatie un peu moche. Toutes les chauves-souris de France appartiennent à ce groupe des microchiroptères. L'autre groupe étant celui des mégachiroptères, avec la seule famille des ptéropodidés, appelés communément roussettes ou renards volants, en raison de leur tronche de renard. Les mégachiroptères sont plus grands, mais pas tout le temps, généralement frugivores ou nectarivores, et on les retrouve en climat tropical. Mais bim, début des années 2000, avec les nouveaux outils génétiques, la systématique des chiroptères a été révisée. Les sous-ordres Microchiroptera et Megachiroptera ont laissé la place aux sous-ordres des Yinpterochiroptera, ce qui correspond à nos roussettes, les ptéropodidés, plus 5 familles de microchiroptères, ainsi que l'autre sous-ordre des Yangochiroptera, avec toutes les familles de microchiroptères restantes. Regarde là. Il y a du ballon. Concernant la roussette des Ryukyu, Pteropus dasymalus, on dénombre 5 sous-espèces, dont celle qui nous intéresse, celle des îles Yaeyama, Pteropus dasymalus yaeyamae. Elle vit dans les forêts sèches, subtropicales et tropicales. Et avec une envergure allant jusqu'à 1,40 m, vous comprenez pourquoi je l'ai confondue avec un rapace nocturne de loin, n'étant pas habitué à voir des mammifères géants voler. Son corps est recouvert de longs poils, lui donnant cette impression laineuse. La membrane de peau supportée par les doigts hypertrophiés et permettant le vol est appelée patagium, de couleur brun foncé ici chez notre roussette, tandis que le reste du corps est brun rougeâtre avec une nuque plutôt jaunâtre. Comme les membres de sa famille, elle est principalement frugivore et nectarivore. Elle est en train de manger les petits fruits en fait là. Tu vois? Regarde. C'est frugivore et nectarivore les... Oui, je sais. T'as vu avec ses petits bras? C'est une espèce nocturne, généralement solitaire, qui se perche dans les arbres pendant la journée et se nourrit la nuit. La roussette des Ryukyu favorise la dispersion des graines, car les graines des fruits digérés sont déposées sous forme de guano. À cause de son régime alimentaire, de nombreux agriculteurs japonais accusent la roussette de dévaster les vergers, estimant que les populations devraient être régulées par l'abattage. Le constat est que dans la plupart de son aire de répartition, les effectifs ont été en déclin pendant plusieurs dizaines d'années, bien que cela semble s'être stabilisé dans une certaine mesure en 2008, lorsque l'UICN a retiré le chiroptère de la catégorie en danger et l'a placé dans la catégorie vulnérable. C'était un pur kiff de gosse de voir cette roussette dans son milieu naturel. En plus, on a eu la chance avec Marie de voir un individu juste au-dessus de nous, à 2-3 mètres dans les branches, en train de se nourrir de fruits. Il en avait rien à faire de nous, pourtant il nous regardait, on n'avait pas l'air de le déranger. C'était vraiment magique. Oh la bouille. Elle est trop mignonne, regarde-la, elle se lèche. C'est quoi ces bruits? Alors, on ne le savait pas à ce moment-là, mais ce qu'on était en train d'entendre, c'était le chant du martin chasseur violet,
une splendide espèce d'Alcédinidés qui était en haut de ma liste des espèces à observer. Ce soir-là, on n'a pas réussi à les spotter dans la végétation, mais leurs chants ont rythmé toute notre excursion nocturne. J'en avais jamais vu de ma vie à ce moment-là, et je peux vous dire que quand vous tombez sur un énorme Bernard l'ermite terrestre pour la première fois dans la jungle de nuit, ça fait bizarre. Bon, il y avait un gros Bernard l'ermite dans cette coquille, mais il a fui trop rapidement et j'ai dû l'attraper et il veut plus sortir, le coquin. C'est un représentant de la famille des Coenobitidae, des crustacés extrêmement bien adaptés à la vie dans les forêts côtières et les mangroves, notamment grâce à leurs branchies modifiées. Seuls les stades larvaires et la ponte se déroulent en milieu marin. Ici, par exemple, on est à plus d'1 heure à pied du rivage. Les Coenobitidae sont omnivores, détritivores et charognards. La famille contient 2 genres. On a le genre Coenobita avec une vingtaine d'espèces qui portent des coquilles pour protéger leur petit ventre mou. Ici, c'est Coenobita cavipes, mais on aura l'occasion de croiser d'autres espèces. On appelle communément les Coenobita les cénobites. Mais est-ce que vous savez pourquoi ? Bon, en fait, les cénobites, ce sont des moines qui pratiquent un mode de vie communautaire, contrairement aux ermites dits solitaires. Du coup, le terme Coenobita, c'est un jeu de mots avec le nom donné à la superfamille contenant ce genre, les Paguroidea, appelés communément Bernard l'ermite. C'est juste pour faire un jeu de mots en fait, ermite, cénobite, et voilà, c'est drôle. Et en vrai, ça matche plutôt bien, car les Coenobita vivent souvent en colonie, leur longévité peut dépasser les 20 ans. Dans la même famille, il y a également le genre Birgus, avec une seule espèce, Birgus latro. Et pour ceux à qui ça parle pas du tout, on verra ça un peu plus tard. Oh, le gros Bernard. Oh, il a roulé boulet. Oh, il est magnifique. Regardez, il s'est léché l'œil. On va pas se mentir, il n'y a pas de grand danger dans les îles Yaeyama. Le paludisme a été éradiqué des îles par les Américains après la Seconde Guerre mondiale, et il n'y a pas non plus de gros animaux, le sanglier étant de loin le plus balèze. Et faut que je vous dise un truc, j'ai pas appris une tonne de vocabulaire japonais pendant le voyage. Mais s'il y a bien un mot que j'ai retenu, c'est abu. Tout simplement parce que les habitants craignent le abu. Abu, ça désigne 4 espèces de crotalinés des îles Ryukyu, et là, on vient de tomber sur un spécimen sous une haie, au bord d'un chemin. What the fuck. Bon bah ça a été plus facile de trouver la vipère venimeuse de l'île que prévu. C'est pour ça qu'il faut faire gaffe où on marche. Dis-moi que c'est pas elle. Ah bah si, c'est une vipère. Hein. Oui, mais que c'est pas la fameuse. Bah y en a pas 36 000 des vipères. Un magnifique crotal terrestre nocturne. En effet, toutes les observations que j'ai pu faire par la suite étaient pendant la nuit. L'espèce de abu la plus connue est sans aucun doute Protobothrops flavoviridis, qu'on retrouve plus au nord, dans l'archipel d'Okinawa et les îles Amami. Mais ici, on est face au abu de Sakishima, Protobothrops elegans, qui occupe les îles Yaeyama. Il est plus petit, atteignant maximum 1,20 m contre les 2 mètres de son cousin. Les abus ont une tête large, de forme triangulaire, bien distincte du cou. Les biologistes pensent que les abus sont arrivés dans les îles Ryukyu via un pont continental les reliant à la Chine, il y a de ça plusieurs millions d'années. Si on ne les embête pas, les abus ne sont pas du tout agressifs. Tous ceux que j'ai croisés ont systématiquement opté pour la fuite. Enfin, tous sauf un. Mais justement, on y reviendra plus tard pour parler plus en profondeur du venin du abu et de pourquoi les habitants les craignent.
Ce n'est pas le seul serpent qu'on a croisé ce soir-là. Ce fut très rapide, mais on a vu ce que j'ai identifié plus tard comme un spécimen de Lycodon rufozonatus wally, une couleuvre nocturne pouvant atteindre 1,60 m, mais elle aussi, on va la recroiser un peu plus tard. Amateur de grenouilles, on peut dire que j'ai été servi pendant cette session nocturne. En quelques minutes, on a pu observer 4 espèces. Certainement un des anours les plus répandus sur l'île. C'est la Common Southeast Asian Tree Frog, appartenant aux Rhacophoridae, une famille très emblématique de grenouilles arboricoles. On retrouve cette espèce sur un très large territoire couvrant l'Asie du Sud-Est. Elle a un corps très mince et elle était pas si facile que ça à attraper. Appartenant également à la famille des Rhacophoridae, voici Buergeria chui, une petite grenouille largement répandue sur Ishigaki et Ryomote, ainsi que dans le nord-ouest de Taïwan. Sa couleur est variable, allant du brun foncé au jaunâtre, comme c'est le cas ici. Avant sa description en 2020 par Matsui et Tominaga, elle était confondue avec Buergeria japonica, endémique des Ryukyu centrales. Elle est belle, non ? Celle-là me faisait trop marrer. On peut traduire son nom par crapaud à bouche étroite de Yaeyama. Toutes les espèces du genre Microphylla sont communément appelées grenouilles de riz ou grenouilles à bouche étroite. Ce sont de petits anours répandus dans les îles Ryukyu et dans toute l'Asie du Sud-Est qui se nourrissent essentiellement de termites et de fourmis. Cette espèce, Microphylla kuramatua, vit au sol parmi les feuilles mortes et les herbes. Elle se camoufle plutôt bien. Et elle aussi a été décrite en 2020 par Matsui et Tominaga. Oh, la fête, elle va vite. On est maintenant face à la grenouille verruqueuse d'Ishigakijima. Elle appartient à la famille des Dicroglossidae et se rencontre dans le sud de l'archipel Nansei et à Taïwan. Elle a été décrite par Matsui en 2007, mais cette fois avec d'autres copains à lui, Toda et Ota. Arrivé une certaine heure, on a décidé de se diriger vers la guest house. Ça faisait plus de 5 heures qu'on était dans la jungle et il nous restait 1 heure de marche. Puis, j'ai vu ça au bord de la route. J'ai littéralement pété un câble. Mais la dinguerie! Un crapaud buffle Rhinella marina, l'amphibien aux dimensions de titan. Je m'attendais pas du tout à trouver cette espèce à Ishigaki. Le crapaud buffle est originaire d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud, mais il a été introduit sur diverses îles d'Océanie et des Caraïbes du fait de sa voracité, afin d'éliminer les invertébrés susceptibles d'occasionner des dégâts aux cultures. Seulement, notre crapaud est très prolifique et désormais, c'est lui qui est considéré comme un nuisible, à l'origine de nombreux désastres écologiques. Le principal problème est posé par l'empoisonnement de nombreux animaux qui essayent de le croquer. Et forcément, il y a peu de prédateurs adaptés pour un monstre pareil. Le plus gros spécimen jamais rencontré pesait 2,6 kg pour 38 cm de long. C'est un amphibien opportuniste, se nourrissant d'animaux vivants comme morts, ce qui est très inhabituel chez un anour. Et comme tous les buffonidés, il possède des glandes parotoïdes qui sécrètent du poison. Et son tétard est très toxique pour la plupart des animaux susceptibles de l'ingérer. Il y a les glandes parotoïdes là, elles sont énormes. Ça, c'est des glandes parotoïdes, elles sont remplies de poison. La taille qu'il fait. Oh. Bon, j'ai voulu titiller le gros crapaud. Et là, vous voyez sur la glande parotoïde gauche, on voit le venin qui commence à sortir. Il n'a pas du tout aimé, il s'est mis en position défensive dès que je l'ai touché. J'ai jamais vu un crapaud aussi gros. C'est autre chose que les petits crapauds communs de chez nous, ça. Regarde Nathan, regarde-moi la taille du bestiau. Ça, c'est ma main. Oh la vache! En fait, son seul prédateur, ça va être genre des bagnoles qui peuvent l'écraser. Oh bah non, il y a Jean-Michel le crapaud qui est écrasé là. Oh, une crêpe de crapaud. Une crêpe de crapaud buffle. En continuant le long de la route, ce n'est pas moins d'une dizaine de crapauds buffles qu'on a croisés. J'étais vraiment comme un gosse, j'en pouvais plus. À chaque fois que j'en voyais un, j'étais trop content, j'allais le voir et tout. C'était vraiment une journée de dingue.
Ah, je vous aime, monsieur crapaud. La taille du truc, regardez. Regardez la taille du bordel. What the fuck. Man. On est sur le chemin du retour là, de la session herping qu'on a fait dans le parc Bana. C'était une dinguerie, on a vu tellement d'animaux, mais j'ai jamais vu autant d'espèces en une seule journée. Déjà on a fait les 3 plongées, ça nous a bien vanné, on a vu des raies mantas, des trichorhéiés, des vipères, des crapauds géants, tellement d'espèces d'anours, une roussette, de super près, trop de trucs, des bernards l'ermite. Oh, on va bien dodo là. La dinguerie. On dirait un fantôme un peu comme ça. Je n'en peux plus, je suis vanné, c'est les effets de la drogue, je descends. Bisous. Le lendemain matin, on a décidé d'explorer la partie nord de l'île. Objectif, la baie de Kabira. Mais pour y aller, on s'est fait une petite randonnée en lisière de jungle. Ouais, il est beau. On a eu la compagnie de plusieurs petits lézards arboricoles. Ce sont des japalures des Ryukyu, une espèce endémique des Ryukyu et du nord de Taïwan. Ici, c'est précisément la sous-espèce Diploderma polygonatum ishigakiens. Ils appartiennent à la famille des agamidés, tout comme les pogonas et les lézards à collerette. Ce sont de petits lézards diurnes d'une vingtaine de centimètres avec une courte crête sur le cou et le dos. On a observé plusieurs individus aux couleurs très variables, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils sont super vifs. Oh le jump. Oh, il est là. Oh, il est trop chou dans cette petite branche. Et franchement ils sont magnifiques. Oh la vache, le jump. Oh, oh la dinguerie du truc. Ce magnifique papillon vous dit peut-être quelque chose. Pas étonnant puisque c'est un monarque. Mais pas le monarque d'Amérique du Nord, celui qui est connu dans les documentaires avec les grandes migrations. Non, ici c'est un monarque indien, Danaus genutia. On le retrouve dans les jungles et les forêts de l'Asie du Sud-Est. Phénomène d'aposématisme, les couleurs du monarque indiquent aux prédateurs son mauvais goût. Conséquence directe du poison emmagasiné par la chenille au début de sa vie lorsqu'elle dévorait des plantes vénéneuses de la famille des Asclepiadacées. C'est trop marrant. Trop marrant l'épouvantail. On fait 200 mètres par 200 mètres. 200 mètres par 200 mètres. Ça grouille de bulbules sur l'île. Ces oiseaux sont réputés pour avoir un cri plutôt énervant. Je pensais en voir seulement à Tokyo, mais on a croisé à plusieurs reprises nos amis les corbeaux à gros bec. C'est la sous-espèce Corvus macrorhynchos osai qui fréquente les îles Yaeyama. On dirait un peu un crabier chevelu, mais Oui. Moi, c'était l'effet que ça m'avait fait. Ah là on a vu sa petite huppe rousse prendre au vent. J'avais pas tort de penser à un crabier chevelu, car on a en face de nous le crabier chinois, appartenant lui aussi au genre Ardeola.
Nous étions à la bonne saison pour l'admirer en plumage nuptial, avec la tête et le cou rouge. Le crabier chinois vit dans les marais et les rivages de toute l'Asie du Sud-Est. Bon, ça fait 2 jours qu'on est sur Ishigaki, on a déjà vu pas mal de trucs. Et là maintenant, les 2 espèces trophées à observer, c'est le martin chasseur violet, qu'on entend franchement depuis hier soir, on l'a entendu beaucoup de fois. Mais il est super dur à spotter, c'est un truc de fou. On n'arrive pas à le voir pour l'instant, même si on l'entend. Et sinon, c'est le serpentaire crêté, un rapace qui est vraiment magnifique. Et j'avoue, celui-là, si on arrive à le voir... Mais voilà, c'est les 2 espèces qu'on recherche le plus. Arrivé au village de Kabira, on a fait une petite pause pour savourer des ramen. Voici le temple Kabira Kannon-do, dédié à la divinité de la compassion. Il a été édifié au cours du XVIIe siècle, lorsque l'île faisait encore partie du royaume des Ryukyu. En effet, il faut savoir qu'Okinawa n'a pas toujours été japonais. En fait, c'est même plutôt récent. Du XVe au XIXe siècle, on y trouvait un royaume quasi indépendant, le royaume des Ryukyu, qui s'étendait à son apogée des îles Amami au nord jusqu'aux îles Yaeyama au sud. C'était un royaume important pour le trafic maritime dans l'est de l'Asie. Le commerce avec les empereurs chinois a notamment permis aux habitants de s'enrichir pendant des siècles. Les étrangers occidentaux ont fait escale sur l'archipel. Ils y mentionnent tous l'hospitalité des indigènes. Mais un beau jour, suite à l'expansionnisme militaire de l'ère Meiji, le Japon annexe le royaume des Ryukyu et y établit la préfecture d'Okinawa en 1879. Immédiatement après son annexion, l'hostilité envers la partie continentale du Japon augmente dans les Ryukyu, en partie à cause de la tentative systématique du gouvernement japonais d'éliminer la culture de l'ancien royaume, notamment la langue, la religion et les pratiques culturelles. Encore de nos jours, certains habitants des Ryukyu ne s'estiment pas être de vrais Japonais. Direction la plage maintenant, et même si on n'avait pas un grand ciel bleu, le décor était quand même paradisiaque. On est à Kabira Bay au nord d'Ishigaki et vous allez voir, c'est paradisiaque. Ou aphrodisiaque si vous voulez. Ça fait 10 minutes que je suis là, vous attendre. La baie de Kabira se trouve au nord-est d'Ishigaki. Elle est réputée pour ses eaux turquoises et ses falaises rocheuses denses en végétation. Interdiction de se baigner dans la baie afin de préserver les récifs coralliens. En plus, il y a pas mal de trafic maritime dans ces eaux peu profondes. Marie a profité de la quiétude qui régnait pour dessiner un peu. Tandis que perso, pour changer, je me suis mis à la chasse à la bestiole. Les ocypodes sont de petits crabes aplatis avec de grands yeux pédonculés érigés. Ils se font surnommer crabes fantômes, en partie à cause de ça. Ils peuvent courir à plus de 20 km/h et changer de direction en un éclair, comme s'ils se téléportaient dans leur galerie, qui d'ailleurs peut atteindre plus d'1 mètre de profondeur. J'ai déjà réussi à en attraper et je peux vous dire que j'en avais bavé de fou. À savoir que tous les ocypodes possèdent une pince plus grande que l'autre. Il y a même des chitons qui étaient fixés sur des coraux morts. Ce sont des mollusques formant la classe des polyplacophores. Un nom barbare qui veut tout simplement dire qu'ils possèdent plusieurs plaques calcaires articulées. Ils vivent fermement attachés au substrat dur et sont très difficiles à détacher. Là, tout ce qu'on voit sur la plage, c'est des débris de coraux. Les fameux coraux qu'on a vus hier en plongée. Mais il y en a vraiment partout. Genre chaque bloc en fait c'est un corail. Et il y a une deuxième vie à ce corail puisque en fait sous ces blocs on va avoir des petits crabes, des petits mollusques, etc. C'est un truc de fou. Dans le manga GTO, Onizuka emmène toute la classe des 3e 4 en voyage à Okinawa. Et quelle surprise en relisant le tome 12 cet été que la destination choisie n'est autre qu'Ishigaki.
Certes, le paysage était plutôt sympa à Kabira, mais il était temps pour nous de faire comme Onizuka lorsqu'il est parti en quête d'un trésor sur l'île voisine. Direction Iriomote. On est dans le ferry, direction Iriomote. L'île d'Iriomote possède 2 ports, un au nord, Uehara, et un au sud, Ohara. Notre guest house étant situé au nord, c'est par là qu'on était censé arriver. Sauf que pour cause de grosses vagues, seuls les ferries allant au port de Ohara étaient en circulation. C'est pas bien grave, car du coup, on pouvait en profiter pour visiter le parc Yamaneko. On est arrivé à Iriomote et derrière moi, il y a le chat d'Iriomote. Itadakimasu. Vous avez pas fini de manger, vous avez pas le droit de jouer dans les jeux. Descends de là. Vous êtes sur quoi là? Un panda. Allez, 3, 2, 1. Ouah! Nous avions décidé de ne pas louer de voiture sur l'île et de dépendre uniquement du bus public qui relie les 2 ports, en empruntant l'unique route côtière de l'île et en s'arrêtant au principal point d'intérêt. Je n'ai pas précisé que le bus ne passe que 4 fois par jour et qu'il faut plus d'1 heure pour relier les 2 ports, car il faut bien comprendre une chose. Iriomote est une île sauvage avec très peu d'activités humaines. 2000 habitants répartis majoritairement autour des 2 ports. On y trouve la plus grande mangrove du Japon, une jungle dense, des cascades, le plus grand cours d'eau d'Okinawa, le fleuve Urochi, qui abrite plus de 400 espèces de poissons, le tout entouré de récifs coralliens. On va bien s'amuser. Pour en apprendre un maximum sur la faune et la flore de l'île avant d'entamer notre expédition, nous avons visité le Iriomote Wildlife Conservation Center. Oh, tout ce qu'il y a. C'est un truc de fou. Bien que la biodiversité globale d'Iriomote soit élevée, seules quelques espèces indigènes de mammifères vivent sur l'île. La plus remarquable est sans aucun doute le chat sauvage d'Iriomote, le top prédateur de l'île, qui maintient l'équilibre de l'écosystème. Parfois considéré comme une espèce, on dit plus souvent que c'est une sous-espèce du chat léopard, Prionellurus bengalensis eriomotensis, découverte en 1965 et qui est endémique de l'île d'Iriomote. C'est vraiment le symbole de l'île, on le voit partout et les habitants en sont très fiers. Faites-moi j'ai le doigt. Il n'y a qu'une centaine de chats sur l'île, ce qui en fait un félin en danger critique d'extinction. Et il est très difficile à observer. La piste de chat d'Iriomote alors. Ça pue. Oh, ça pue. Dans le centre, il y a carrément un simulateur qui apprend à vesquiller des chats lorsque tu conduis comme un taré. Car de temps en temps, malheureusement, il y a des accidents. Mais non mais ils peuvent de nulle part. Tu me passes la bière. Sensibiliser les locaux et les touristes est alors une priorité pour sauvegarder le chat d'Iriomote. Ça part, ça passe. Oh non. Grâce au climat chaud et humide, les arthropodes prospèrent sur l'île. Une 50aine d'espèces de papillons ont été recensées. Et j'ai eu un bel aperçu des monstres que je pouvais dénicher lors de mes prochaines sessions herping nocturnes. La dinguerie qu'on peut trouver niveau arachnide. L'avifaune n'est pas en reste, loin de là. Et j'espère vraiment réussir à observer le martin chasseur violet et le serpentaire baka. Celui-là que vous voulez voir? Là, il y a un panneau avec le bruit que font toutes les grenouilles de l'île. C'est un truc de fou. Genre, prenons celle-là au pif.
En fin de journée, on a rejoint notre guest house au nord de l'île, qui, on va pas se le cacher, était bien stylé. En plus, la gérante était adorable. En faisant le petit tour du proprio, on est tombé nez à nez avec une bestiole qui était tout en haut de notre liste. Une tortue! Une tortue boîte à bord jaune, comme ça, au milieu de l'herbe. D'ailleurs, c'est le seul individu qu'on a eu la chance d'observer pendant tout le séjour. Il se trouvait à même pas 100 mètres de notre chambre. On venait tout juste d'arriver. On recense 2 sous-espèces de tortues boîte à bord jaune. La première, Kyora flavomarginata, dans certaines provinces de Chine. La deuxième, Kyora flavomarginata evelinae, dans les îles Ryukyu. C'est une tortue terrestre facilement reconnaissable, à ses joues orangées et à la bordure jaune de son plastron. Perso, je la trouve juste magnifique. Dans la foulée, nous avons fait 2 coches ornithologiques. Le héron intermédiaire, Ardea intermedia, est un mélange entre la grande aigrette et l'aigrette garzette. C'est un oiseau au plumage blanc immaculé. Sa taille se rapproche de celle de la garzette, mais tout comme la grande aigrette, il a un bec jaune, légèrement plus court et plus épais que sa cousine. Et il ne possède pas de longues plumes sur la nuque, contrairement à la garzette. La répartition de l'espèce couvre l'Asie du Sud et du Sud-Est, ainsi que l'Australie et l'Afrique subsaharienne. Le héron intermédiaire possède un régime alimentaire et un comportement de chasse typique des ardéidés. On a eu la chance d'observer cet individu en pleine activité pendant de longues minutes. Puis, à un moment, juste derrière lui, on a aperçu un autre oiseau, beaucoup plus petit, que je ne connaissais pas du tout. Je connais pas du tout. Voici le râle à poitrine blanche, qui, comme son nom l'indique, appartient à la famille des râlidés, tout comme la foulque macroule et la gallinule poule d'eau. Ça ressemble un peu à une poule d'eau. Non, il est toujours là, il est près de la fleur rose. Cette espèce affectionne les zones humides de toute l'Asie tropicale, donc une île entourée de mangroves, ça devrait faire l'affaire. Quelques jours après, j'ai aussi observé des individus dans les rizières. Le râle à poitrine blanche est sédentaire, omnivore, se nourrissant d'invertébrés, de petits poissons, de graines, de jeunes pousses et de racines. Ils sont trop rigolos à observer pendant cette recherche de nourriture, avec leur queue qui se dresse d'un coup, se rabaisse, puis se redresse. L'île d'Iriomote accueille la plus grande forêt de mangroves du Japon, une forêt littorale à l'interface entre la terre et la mer. C'est un écosystème sous l'influence des marées où l'eau douce et l'eau de mer se mélangent, particulièrement au niveau des estuaires. À l'échelle mondiale, la mangrove occupe les 3/4 des côtes et deltas des régions tropicales. Les plus grands ingénieurs de cet écosystème sont sans aucun doute les nombreuses espèces d'arbres qui y poussent. On les appelle palétuviers. Ils ont la capacité de supporter l'immersion quotidienne de leur base dans l'eau salée. Ces végétaux ont développé un système de racines aériennes, les pneumatophores, leur permettant de faciliter les échanges gazeux et d'avancer sur l'eau comme si les arbres portaient des échasses. Ils survivent ainsi dans des substrats hypoxiques, voire anoxiques, sans oxygène. La mangrove du parc national d'Iriomote-Ishigaki est principalement une combinaison de palétuviers noirs et de palétuviers à racines nues. Les forêts de palétuviers constituent un véritable récif de bois qui joue un rôle important dans la protection du littoral, contre les assauts des vagues et l'érosion, ainsi que contre les catastrophes naturelles, telles que les tempêtes et les tsunamis. Au regard de la biomasse, les mangroves sont parmi les écosystèmes les plus productifs de notre planète. Cette incroyable forêt marécageuse est l'abri d'une biodiversité extraordinaire. Il suffit de s'accroupir dans la mangrove, à marée basse, ne plus bouger du tout et profiter de la vie qui grouille partout.
tant que fada de crabe, j'étais au paradis. On trouve dans la mangrove une multitude d'espèces de petits crabes violonistes appartenant à la sous-famille des Gelaziminae. Ils vivent tous dans leur petite galerie et n'hésitent pas à en sortir pour effectuer un petit pas de danse. Je rêvais d'en voir un jour dans leur milieu naturel et je n'ai pas été déçu. Les périophthalmes appartiennent à la famille des Gobiidae. Ils ont l'incroyable faculté de pouvoir vivre provisoirement à l'air libre. La respiration des périophthalmes se fait à la fois via des branchies ainsi que par la peau et des muqueuses riches en vaisseaux sanguins, tout comme les amphibiens. La respiration à l'air libre est possible grâce à des cavités branchiales permettant de stocker de l'eau, fournissant ainsi un apport d'oxygène constant. Lorsqu'il est hors de l'eau, le périophthalme cligne complètement des yeux comme un gros débilos. Et c'est pas parce qu'il est bigleux, en fait ça lui permet d'agiter l'eau contenue dans les cavités autour des branchies pour s'oxygéner. Il peut ainsi rester en dehors de l'eau pendant plus de 48 heures. Enfin, si le taux d'humidité le permet. En plein soleil, il risque de dessécher. Périophthalme vient de péri, autour d'eux, et ophtalmo, œil. Car cet étrange poisson possède des yeux très mobiles, lui permettant de voir à 360 degrés, les deux yeux étant indépendants l'un de l'autre. Et rajouter à ça une structure complexe pour voir à la fois nettement sous l'eau et au-dessus. Je peux le confirmer, ils sont très difficiles à attraper. Oui, je sais, je veux toujours tout attraper, mais là je pouvais pas m'empêcher d'essayer. En plus de ça, ces petits filous sont capables d'exécuter des bonds spectaculaires pour leur taille. Ça leur vaut leur surnom de gobisauteurs ou poisson-grenouille. Leurs nageoires pelviennes sont réunies en une ventouse ventrale grâce à laquelle ils peuvent s'accrocher sur des rochers et les racines des palétuviers en quête de petits invertébrés à avaler. Leurs puissantes nageoires pectorales font carrément office de pattes pour avancer. Ce sont des bestioles très territoriales avec une parade nuptiale complexe. Pendant la période de reproduction, la femelle creuse des terriers debout sur les berges de la mangrove. Et comment elle creuse, à votre avis ? En stockant de la boue dans sa bouche et en l'expulsant une fois à l'extérieur. Une tâche longue et éprouvante, sachant que la marée ne facilite pas le travail. La galerie sert d'abri aux périophthalmes en cas de forte température, mais aussi de nid pour les œufs, à l'abri des prédateurs. Perso, je trouve la biologie de ces poissons ultra fascinante. C'est le périophthalme argenté, Periophthalmus argenti lineatus, que j'ai observé à foison dans les mangroves d'Iriomote. Et j'ai plein de copains. Il y en a partout, les petits poissons. On retrouve l'espèce autour de l'océan Indien et dans une grande partie de l'Asie du Sud-Est. Les plus gros individus peuvent atteindre 19 cm de long. Malheureusement de nos jours, partout à travers le monde, les mangroves reculent. Selon un rapport scientifique, 3/4 des mangroves auraient déjà disparu. C'est non seulement une perte énorme pour la biodiversité, mais l'homme risque également d'en souffrir beaucoup, les zones côtières devenant davantage vulnérables face aux catastrophes naturelles qui s'accentuent de plus en plus sous l'effet du dérèglement climatique. La gérante de la guest house nous a passé des vélos pour qu'on puisse se balader sur l'île. Comme destination, pourquoi pas cibler la plage mondialement reconnue dont j'avais entendu parler, Oshizuna Beach. La plage est célèbre pour son sable étoilé. En fait, on y trouve de minuscules squelettes de foraminifères. C'est l'œuvre de l'espèce Baculogypsina sphaerulata, de la famille des Calcarinidae. On n'avait pas de palme, mais c'est pas grave, le lagon nous appelait pour une petite session snorkeling. On est arrivé à la plage de Oshizuna et on va faire une petite session snorkeling.
Vilaine bête. Vilaine bête. En vrai, il y a trop de poissons, c'est un truc de fou, les récifs sont trop bien. Il y a une aigrette là-bas. Encore une nouvelle espèce d'ardéidée, l'aigrette sacrée. Sensiblement de même taille, elle ressemble fortement à l'aigrette garzette. Alors là, non, je vous l'accorde, mais en fait il faut savoir qu'il existe deux formes du plumage. Une blanche, qui ressemble donc à la garzette, et une gris ardoise, comme ici. On retrouve l'aigrette sacrée dans le sud de l'Asie et de l'Océanie, où elle affectionne particulièrement les mangroves et les îles. Bah, ça tombe bien. Après la baignade, j'ai pris mon temps pour de l'observation sur l'estran. Vous savez à quel point j'adore cet habitat. Les bernards l'ermite sont en pleine activité sous l'eau. Les chitons sont bien ancrés à leur support. Quelques papillons viennent prendre un petit bain de soleil sur les grains de sable. Regardez ce que j'ai trouvé. Ah. La dinguerie. C'est la première fois que j'observais ce type de ver marin. Il s'agit d'un siponcle. Ces animaux vivent cachés dans le sédiment ou dans les anfractuosités rocheuses. En l'occurrence, je l'ai trouvé en soulevant une grosse pierre. Les siponcles ont la particularité de posséder un corps en deux parties, dont l'avant est un segment rétractable, appelé introvert. On le voit super bien ici. La bouche se situe à l'extrémité de l'introvert. Des tentacules ciliés autour de la bouche permettent aux siponcles de collecter les particules en suspension. Vraiment trop cool comme observation. Je vais ramasser des coraux par poignée. Par poignée. Voilà, tout ce qu'il y a. Regardez-moi ça. Là 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 là. Oh, j'essaye de pas l'abîmer. Je pense que c'est une mue de trichoréier, de serpent marin. La dinguerie. Trop bien. Dans les rochers, il y avait aussi plein de grosses ligies. Ce sont des isopodes, tout comme les cloportes. Ces créatures ont vraiment un look incroyable. Me connaissant, vous vous doutez qu'à un moment, je suis aussi allé voir du côté des crabes. J'ai enfin réussi à choper les crabes que je voulais. Il y a celui-là, c'est un grapsidé. Il est super rapide. Là, on voit bien que c'est une femelle avec l'abdomen en dessous comme ça. Il lui manque une pince. Allez, au revoir. Oh, la rapidité. Oh, il a jumpé. Et il y a celui-là, il est tout petit. Il ressemble un peu à Pilumnus cirtellus qu'on a chez nous. C'est une femelle aussi et là, on voit bien qu'elle est gravide. Allez, celui-là, il a envie de s'enterrer depuis tout à l'heure. Je vais le laisser s'enterrer dans le sable. J'adore les crabes. Après Oshizuna Beach, on a décidé d'aller faire un petit tour dans la jungle, en suivant un sentier le long de la rivière Ulochi. Au bout du chemin, on est tombé par hasard sur un site abandonné, les ruines de la mine de charbon d'Utala. Cet endroit a été exploité comme mine de charbon pendant environ 8 ans à partir de 1935. À leur apogée en 1937, les mines de charbon d'Iriomote étaient très étendues et attiraient près de 1400 travailleurs. Un truc de fou quand on y pense, sachant que la population actuelle de l'île est d'environ 2000 habitants. L'industrie minière était une des activités principales d'Iriomote. Cependant, l'activité a décliné dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale
et de la transition énergétique du Japon. Les mines comme celle-ci sont tombées en ruine et la nature a repris ses droits, intégrant les bâtiments à son paysage. J'en profite pour aborder l'histoire, car l'archipel des Ryukyu est tristement célèbre pour la bataille d'Okinawa, s'étant déroulée du 1er avril au 22 juin 1945. L'une des dernières grandes batailles de la Seconde Guerre mondiale, la seule bataille terrestre en territoire japonais. Considérant le passé de l'archipel et l'annexion par le Japon en 1879, les Américains avaient prévu d'être accueillis en libérateurs par les habitants d'Okinawa. Mais les Japonais ont utilisé la propagande pour persuader les habitants qu'ils avaient tout à craindre des Occidentaux, qui allaient saccager, tuer et violer. Pour ne pas se rendre à l'ennemi, de nombreux civils ont choisi la voie du suicide collectif. Les Japonais ont confisqué la nourriture des habitants, provoquant des famines de masse, et ils ont exécuté les individus qui se cachaient. Les chiffres sont violents. 110 000 combattants et près de 140 000 civils sont tués, plus d'un tiers de la population. De nombreux documents importants, des artefacts et des sites liés à l'histoire et la culture des îles Ryukyu ont été détruits. 90% des bâtiments de l'île d'Okinawa ont été ravagés et le paysage tropical a été transformé en un vaste champ de boue. Dans les îles Yaeyama, des pertes massives ont amené l'armée japonaise à forcer les civils à évacuer leur village pour se rendre dans les montagnes, alors que le paludisme y était encore très répandu. 54% de la population meurt de famine et de maladies. Beaucoup d'historiens estiment que la bataille d'Okinawa a conduit les Américains à l'usage de la bombe atomique sur Hiroshima et Nagasaki. Une théorie veut que, puisque les Japonais sur Okinawa étaient si féroces dans leur défense, même isolés et sans ravitaillement, et parce que le nombre de victimes était énorme, de nombreux stratèges américains ont cherché un autre moyen de soumettre le Japon autrement que par une invasion directe. Après la guerre, les îles d'Okinawa ont été occupées par les États-Unis jusqu'en 1972, période pendant laquelle ils y ont construit des bases militaires. Le dollar américain était la monnaie officielle et les voitures roulaient à droite. Encore de nos jours, on ressent fortement l'influence américaine dans les îles Ryukyu, beaucoup plus que n'importe où ailleurs au Japon. Petit accouplement de cérambycidés au bord du chemin, une famille de coléoptères qu'on appelle plus couramment les capricornes. Et là, comme souvent, on a une magnifique sous-espèce endémique des îles Yaeyama. Cette splendide libellule appartient à la famille des gonfidés, qui ont la particularité d'avoir un espacement entre les yeux au-dessus de la tête et une asymétrie au niveau de leur thorax. Ici, c'est l'espèce Asiagonphus yaeyamensis, endémique des îles Yaeyama. Elle est sur la liste rouge des espèces menacées de l'UICN. C'est un vieux nid abandonné. Ouais, il est abandonné, il n'y a plus rien dedans. Sur le chemin du retour, on marchait tranquillement le long du sentier quand soudain, il est là, perché sur une branche, en train de guetter la canopée de la mangrove. Un serpentaire baka, le rapace qu'on cherche depuis notre arrivée aux îles Yaeyama. Malheureusement, il nous a cramé assez vite et s'est envolé au loin. Un peu déçu, mais content de l'avoir vu, même si c'était un bref instant, on décide de rentrer à vélo jusqu'à la guest house. Puis, vers le milieu du trajet, je m'arrête sur le bord de la route. Et j'en reviens pas. Un autre serpentaire baka posé sur un poteau électrique. La gérante du logement nous avait prévenu que c'était à ce genre d'endroit qu'on aurait le plus de chances d'en observer, un peu comme les bus variables en France qu'on aperçoit le long des routes. Le serpentaire baka est un splendide rapace dont l'aire de répartition recouvre une grande partie de l'Asie tropicale. Il affectionne les jungles, les mangroves et les plantations. C'est la sous-espèce Spilornisquilla perplexus qui est endémique des îles Yaeyama. Son envergure peut atteindre 1,20 m.
Chez l'adulte, le corps est brun foncé et la tête est surmontée d'une courte huppe touffue qui se dresse quand le rapace est inquiet. Il doit son nom de serpentaire car les ophidiens figurent parmi ses proies préférées, même s'il se nourrit aussi de lézards, grenouilles, crabes, petits oiseaux et mammifères. On était trop contents d'avoir pu admirer ce serpentaire pendant quelques minutes. En vrai, les installations électriques nous ont plutôt bien réussi pendant le séjour, car cela nous a aussi permis d'observer un gros pigeon vert. Avec le soleil, au début, on croyait que c'était une énième tourterelle orientale. Que nenni! Il s'agit d'un colombard de Formos, ou Formose, je sais pas comment ça se prononce. Un colombidé qui vit dans les forêts de Taïwan et des îles Ryukyu. Il s'est laissé facilement approcher, trop occupé à faire le funambule. L'espèce est classée quasi menacée par l'UICN à cause de la perte de son habitat et de la pression de chasse. Les 2 premiers soirs lorsque nous étions à Iriomote, je suis sorti autour de la guest house pour ma petite session herping nocturne quotidienne. À chaque fois, j'ai recroisé notre ami le habou de Sakishima. Il est plus gros que celui que j'ai vu hier, je crois. Ah ouais? Ouais. Il me paraît petit pour ça. Il faut savoir qu'à Okinawa, certains locaux collectent les crotales pour ce qu'ils appellent le habushu, un vin de serpent d'Okinawa. Sur la base de la liqueur awamori, on ajoute un serpent, parfois vivant, dans la bouteille. Après la noyade du serpent, la bouteille est scellée. Le venin est censé s'inactiver avec le temps et hop, ça devient buvable sans danger. Parfait pour vos meilleurs jeux d'alcool. Selon la marque de habushu, l'animal est encore dans la bouteille ou non au moment de la vente. Les plus gros vendeurs de habushu collectent près de 5000 serpents par an. Dans la croyance populaire, la liqueur aurait un effet stimulant sur la libido. Et cette croyance, elle est basée sur la durée de l'accouplement chez les habous qui peut durer plusieurs heures. Bon, c'est surtout l'autre espèce de habou, Protobothrops flavoviridis, qui est utilisée pour l'élaboration du habushu, mais je trouvais intéressant de vous en parler. En tout cas, perso, ce petit habou, je l'ai laissé filer tranquillement. Et bien sûr, je continue à faire attention où je pose les pieds. Promis, pour notre 3e et dernière rencontre avec le vipéridé, je vous parlerai enfin de son venin. La taille du phasme. La dinguerie. Les grosses araignées n'étaient pas difficiles à repérer, surtout avec leurs yeux qui reflètent la lumière des frontales. Quand j'ai commencé l'aventure Arthropsida, je parlais essentiellement de la classification des arthropodes, notamment celle des arachnides au tout début. Et il y avait pas mal de bestioles que je n'avais jamais vues de mes propres yeux dans leur milieu naturel. Et là, de nuit, tout seul, sur une île au Japon, j'ai croisé la route d'un uropige. Alors ça ressemble à un scorpion, mais ça n'en est pas du tout un et c'est pas du tout venimeux. Les uropiges forment un ordre à part entière parmi les arachnides, au même titre que les araignées et les acariens. On recense actuellement près de 120 espèces, toutes placées dans la famille des Théliphonidés. Tout comme les scorpions, les uropiges possèdent de puissants pédipalpes qui leur servent à capturer des proies et lors de l'accouplement. À l'extrémité de l'abdomen, on trouve un flagelle multi-articulé recouvert de nombreuses soies sensorielles. Et à la base de ce flagelle se trouvent des glandes anales qui doivent son surnom de vinaigrier à l'uropige. Le jet de liquide qu'il peut projeter à plus de 30 cm pue le vinaigre. C'est vraiment une odeur très très forte. Sur place, j'étais impressionné de l'odeur, de la puissance du truc, sérieux, ça te prend le nez. Faut éviter de le prendre dans les yeux, mais mis à part ça, les uropiges sont adorables. Ils chercheront systématiquement à fuir. 3 paires de pattes servent au déplacement, tandis que la première est anténiforme.
avec un rôle tactile et de chémoréception. Cela lui sert à se repérer dans l'environnement, de la même manière que les amblipiges. En même temps, il faut dire que les yeux sont peu fonctionnels. C'est les petits trucs que vous voyez ici. Ils servent surtout à discerner les variations d'intensité lumineuse. L'uropige est un animal nocturne qui chasse de petits arthropodes dans un périmètre de quelques mètres autour de sa cachette. L'espèce ici présente est Hippopeltis crucifère, un uropige de taille moyenne qui se rencontre à Taïwan et au Japon dans l'archipel Nansei. Alors cette bestiole aussi, c'est la première fois que j'en vois une. Cette grosse limace appartient à la famille des Veronicellidés. On les retrouve dans toutes les régions tropicales et subtropicales à travers le monde. En opposition à la majorité des autres limaces, celles-ci ont des pédoncules oculaires non rétractiles. Cette espèce, Laevicolis altée, mesure jusqu'à 8 cm. Elle est peut-être originaire d'Afrique, mais rien de sûr. En tout cas, elle a été introduite dans de nombreuses régions à travers le monde. Asie du Sud, Australie, Amérique et bien sûr, beaucoup d'îles comme ici à Iriomote. Autour de la guest house, j'ai croisé de vieilles connaissances, notamment la Ishigakijima Warthog, ainsi que mes potes les cénobites. Vous vous rappelez les fameux Bernard l'ermite, qui en fait ne sont pas des ermites, mais plutôt des cénobites, les Bernard cénobites? Ici, c'est une autre espèce, Coenobita brevimanus. Ah mais il est accroché maintenant. Ah la vache, comment il est accroché. Je crois qu'il m'aimait bien. Il est vraiment gros. J'avais précisé que dans la famille des Coenobitidae existait aussi le genre Birgus, avec une seule espèce, Birgus latro. Et bah le voilà. Ouais, c'est le fameux crabe des cocotiers, qu'on devrait plutôt appeler Bernard l'ermite des cocotiers en fait. On le retrouve dans les îles de l'océan Pacifique et de l'océan Indien. L'adulte peut peser jusqu'à 4 kg pour une envergure de pattes pouvant atteindre 1 mètre. 1 mètre, bordel! Ces mensurations en font tout simplement le plus gros arthropode terrestre du monde. Le boucan qu'il faisait en se déplaçant dans les buissons, c'était une dinguerie. Il a de grosses pinces et je vous préviens, mieux vaut ne pas le titiller. Ses yeux sont rouges et la couleur du corps des individus varie selon leur habitat. Son odorat est super développé. Là-dessus, il n'est pas difficile. Il bouffe tout et n'importe quoi, du moment que c'est d'origine organique. On les a même déjà cramés en train de chourave de la nourriture dans les habitations. Tout comme les autres Bernard l'ermite, les juvéniles protègent leur abdomen avec une coquille de gastéropode. Mais une fois adulte, l'abdomen du crabe des cocotiers durcit naturellement avec plusieurs couches de chitine. Adieu le ventre mou. On a pu croiser d'autres crustacés, comme par exemple cet ossipode qui faisait dodo dans le sable, ou encore ce Geograpsus, qui avait des couleurs juste incroyables. Première installation du piège photo. J'avais décidé d'emmener mon piège photo au Japon, et comme on était pendant 3 jours au même endroit à Iriomote, j'en ai profité pour le placer avec le mince espoir de ramener des rushs du chat d'Iriomote. Bon, sans surprise, j'ai pas eu grand chose en si peu de temps. Mis à part cette sympathique tourterelle orientale. Après avoir arpenté le littoral de l'île, il était maintenant temps pour nous de s'enfoncer dans le cœur d'Iriomote, direction la cascade de Pinai Sala. Et pour y accéder, il n'y a qu'une seule solution. Du kayak dans la mangrove, suivi d'un trail dans la jungle dense. Après 20 minutes de kayak dans la mangrove, on est arrivé dans la jungle. On fait du trekking, je vais me péter la gueule. C'est assez pentu comme vous pouvez le voir là. Franchement, il y a du dénivelé. Et donc là, qu'est-ce qu'on fait? On essaye d'atteindre les Pinera Falls. C'est les chutes d'eau les plus hautes d'Iriomote, 55 mètres. C'est parmi les plus hautes du Japon.
J'espère qu'on va avoir des animaux sympas et j'ai pris mon ancien appareil photo au risque potentiellement de péter mon téléobjectif dans la jungle en fait. Y a de la pente. Bon allez, let's go. C'est un polydesme. Plusieurs fois sur le chemin, on a croisé la route de gros polydesmes. Ces myriapodes ont la particularité de pouvoir produire du cyanure, qu'ils projettent pour se défendre. Toutes ces pattes, oh la dinguerie. Je vous ai déjà parlé du plus gros danger dans les îles Yaeyama, le habou. Bah, la deuxième plus grande menace, je crois que c'est cette grosse chenille velue. Il nous a clairement été expliqué qu'il fallait faire très attention quand on posait nos mains sur les arbres pendant les randonnées. Cette espèce de chenille appartient à la famille des Lasiocampidae. Et franchement, elle était énorme. Elle est mimétique de fou. Waouh! On a eu de nouveau la compagnie des japalures. Encore les petits lézards qui sont magnifiques. Même les opilions sont énormes. Il a l'abdomen vraiment vert, c'est magnifique. Bon bah le trek c'est facile pour l'instant. Après moins d'1 heure de randonnée, nous voilà arrivés en haut de la cascade. 55 mètres. La dinguerie. La cascade de Pinay Sala est située au nord du mont Tedo. De là-haut, on a une vue imprenable sur la jungle d'Iriomote. Avec ses 55 mètres de haut, c'est la plus haute cascade d'Okinawa. Dans le dialecte local, Pinay signifie barbe et Sala peut se traduire par quelque chose qui pend. La cascade ressemble de loin à la barbe blanche d'un vieil homme. On a eu un aperçu du plan d'eau en contrebas, notre prochaine destination. Mais avant cela, forcément, fallait que je vérifie vite fait quel genre de bestiole vivait en haut de la chute d'eau. Bienvenue dans la jungle. Il y a plein de petits têtards dans les trous d'eau. Ils sont trop mignons, il y en a plein. Ah, j'adore. Et soit dit en passant, voici où je suis d'ailleurs. Une chute d'eau de 55 mètres. Tranquille, tranquille, tranquille. Waouh, ça descend dur là. En vrai, tu peux descendre sans corde. Hein. Je vais tomber. Allez, gros. C'est Norska. Vané. Vano IP? Vano UP, ouais. C'est pas faux, vu d'en bas, on dirait une longue barbe. Après la petite baignade, on s'est dirigé vers les kayaks pour rentrer. Et sur le chemin, nous avons fait la rencontre de géants pluricentenaires. Il a 230 ans cet arbre. 230 ans. La dinguerie.
La hauteur des racines. Du coup, si j'ai bien compris, les racines, elles vont vers le haut parce que le sol est pauvre en nutriments. Et du coup, à marée haute, les racines peuvent récupérer les nutriments qu'il y a dans l'eau. Et en plus, ça protège la côte des typhons ou ce genre de choses. 230 ans. Ah, on va droit dans les buissons. Là, un martin chasseur violet. C'est faux. Un martin chasseur violet. Bon là, on est en train de rentrer en kayak. On a fait le trekking et on a été voir les chutes d'eau, c'était dingue. On va rentrer tranquillement et ce soir, normalement, herping dans la forêt avec un guide cette fois. Je dis la forêt, mais là on est clairement dans la jungle. J'espère qu'on va voir un peu les autres bestioles qu'on n'a pas vues. Et le martin chasseur violet, toujours la recherche, c'est ce qu'on verra ce soir. Lors de notre dernière soirée à Iriomote, nous avons participé à une expédition nocturne avec un guide, Daiki Oli, photographe et expert de la faune de l'île. Cela fait plusieurs années qu'il inventorie les créatures d'Iriomote. Il a même écrit plusieurs bouquins sur le sujet. Il a carrément une bibliothèque naturaliste à l'intérieur de son van aménagé. Je suis trop fan. Ah, vous êtes là, vous. Ce soir, on part en expédition avec un guide. Il a l'air trop calé. C'est un photographe animalier. Ça, c'est un bouquin qu'il a fait lui-même. Le faucon cresserelle en vol stationnaire. Après un petit briefing, nous avons commencé l'excursion. C'est seulement au bout de quelques minutes que le van s'est arrêté. Quelque chose était en train de traverser la route. Troisième rencontre avec notre ami le habou de Sakishima. C'était de loin le plus gros spécimen qu'on avait vu jusqu'ici. Il faut être prudent, car le habou peut s'étendre sur la moitié de sa taille pour mordre, et il est très rapide. Ça n'a pas empêché Daiki d'attraper l'animal pour nous montrer les crochets de plus près. ちょっとこっちの歩道で少しだけ見てみましょうか。そうなんですよ。これがサキシマハブの口内ですね。で、ここがいわゆる毒牙と呼ばれる部分ですね。で、大きな個体なんでやっぱり毒牙もかなり鋭いですよ。こんな感じでね。で、口内の下の方ですね。ここの先端にはベロがあるんですけども。この後方の部分にちょっとマカロニ状のパイプのようなものがあったりします。牙が1本だけなんですね。いやいや、こっちにも収納してあるんですよ。出してないんですね。そうそう、出てきてないだけ、ここの中に隠れてます。ちょっとこれは今見えてないだけですね。怖い怖い、あるある。そうそうそう。で、彼らはここの下の部分、ここがパカッと今開いたんですよ。これは呼吸するための器官ですね。で、ハブっていうのはヘビの仲間ですけども、大きな獲物を飲み込むためにこの器官が先端につくことによって大きなものが喉を通っている時も呼吸することができます。窒息しないんですね。En tant que vipéridé, la morsure du habou est douloureuse. C'est un venin hémotoxique contenant des toxines protéolytiques qui s'attaquent aux tissus et détruisent les globules rouges, provoquant nausées, vomissements, hypotension et éventuellement la perte de fonction motrice des membres. Certaines personnes gardent une incapacité permanente. Autrefois, la mort consécutive à une morsure de habou était courante. Heureusement, de 1965 à 2011, sur 2447 morsures de habou de Sakishima rapportées, une seule était mortelle. Afin de ne pas attirer les rongeurs, proie principale des habous, les autorités conseillent aux habitants d'Okinawa de tondre leurs pelouses et de ne pas entreposer de bois à proximité des habitations. C'est pourquoi il n'y a généralement jamais d'herbe folle près des maisons à Iriomote. On est plutôt sur une pelouse tondue ras du sol. En 1910, afin de lutter contre le habou, les Japonais ont introduit des mangoustes de Java sur certaines îles, afin de réduire la population des crotales.
Des études récentes prouvent néanmoins que cela n'a pas eu d'effet positif, les mangoustes étant des animaux diurnes alors que les habous sont nocturnes. On est même plutôt sur des effets négatifs, puisque les mangoustes attaquent d'autres reptiles et des oiseaux. ヘビはこの首元を絞めたとしても、これは首が締まらないんですね。そうそうそう。 Après avoir relâché le serpent, on a continué notre excursion. もうこの捕まえた後っていうのは、もう基本的にはもうなんていうのかな。 Waouh, une nouvelle espèce d'amphibien, ça faisait longtemps. Voici l'Ayayama Green Tree Frog, Rhacophorus austoni. Elle est endémique des îles d'Ishigaki et d'Iriomote. Le genre Rhacophorus donne son nom à la famille entière des Rhacophoridae. Pour rappel, c'est la grande famille de grenouilles arboricoles avec les Illidés, famille à laquelle appartiennent notamment les rainettes. Un peu plus loin, près d'un cours d'eau, on a également fait la rencontre d'une autre grenouille. Voici Odorana supranarina, une grenouille de la famille des Ranidés. Les Ranidés, c'est la famille à laquelle appartient pas mal de nos amphibiens, les grenouilles vertes, grenouilles rousses et grenouilles agiles. Le terme supranarina fait référence ici à la grande taille de la grenouille. Et c'est vrai, elle est plutôt balèze, pouvant dépasser les 10 cm de long. Elle a une tête triangulaire avec un museau pointu. Au final, sur la totalité de notre séjour, nous avons eu la chance d'observer 6 des 8 espèces d'amphibiens autochtones vivant à Iriomote et Ishigaki. Et forcément, le crapaud-buffle ne compte pas, car ce n'est pas du tout une espèce autochtone. D'après Daiki, il serait présent surtout à Ishigaki, mais quasiment pas à Iriomote. Ce qu'on peut plus ou moins confirmer, car tous les individus qu'on a vus, c'était à Ishigaki, et à Iriomote, on n'en a vu aucun. Étant donné que Daiki connaît tous les bons spots, cela n'a pas été difficile de dénicher des scorpions dans une fissure. Voici Liocheles australasiae, de la famille des Ormuridés. Cette famille de scorpions est considérée comme inoffensive pour l'homme, et le venin des différentes espèces est très faible. On est face à un petit scorpion mesurant jusqu'à 4 cm de long grand maximum. L'espèce vit dans une très grande partie de l'Asie et de l'Océanie. La plupart des populations de Liocheles australasiae sont parthénogénétiques, c'est-à-dire que les femelles peuvent se reproduire sans mâle, les jeunes étant des clones de la mère. La cuticule de tous les scorpions a la particularité d'être fluorescente en lumière noire. Avec une lampe UV, on obtient quelque chose dans le genre. Là, vous avez un Mégacrania juvénile. Là, un Mégacrania en train de muer. Et là, un Mégacrania adulte dans la main de Marie. Plutôt costaud, hein? Ces gros phasmes de la famille des Phasmatidés ont un corps cylindrique. Ils peuvent projeter un liquide irritant lorsqu'ils sont dérangés, dont l'odeur ressemble à de la menthe poivrée. La glande odorante se situe sur le prothorax.
Bon, de notre côté, on n'a pas pu tester l'odeur, cet individu était vraiment très chill. Nous avons recroisé la même espèce de couleuvre que nous avions déjà surprise au Bana Park. C'est une espèce très à l'aise dans l'eau qui se nourrit de poissons, amphibiens, lézards, voire d'autres serpents. Pour se défendre, cette espèce est prompte à mordre. Elle peut aussi libérer une substance nauséabonde par ses glandes anales pour faire fuir son agresseur, de la même manière que la couleuvre à collier. Marie et moi, on vous a déjà parlé plusieurs fois du martin chasseur violet. On l'avait beaucoup entendu au Bana Park, mais jusqu'ici, toujours pas de spécimen en vue. Daiki nous a expliqué qu'il connaissait un endroit où, une fois sur deux, il voit un martin chasseur violet perché sur sa branche. Je peux le confirmer, car tous les jours, il met des stories de ses observations, et généralement, le martin est bien là. Malheureusement, nous ne pouvons pas être chanceux à chaque fois. C'est la nature qui décide. Nous n'aurons pas réussi à observer le martin chasseur violet pendant ce séjour dans les îles Yaeyama. Je n'ai pas d'image non plus car il s'envolait trop vite à notre passage, mais on a eu sous nos yeux 2 petits ducs élégants. Je vous laisse avec quelques photos de Daiki en guise d'illustration. Notre excursion s'est terminée comme elle a commencé, avec un serpent qui traverse la route. Non venimeux cette fois, ce qui nous a laissé l'opportunité de le manipuler. C'est un serpent ratier semi-arboricole originaire de l'Asie du Sud-Est, mesurant jusqu'à 1,80 m. 洞窟内だとやっぱり日中休んでいるじゃないですか。でそれを狙って捕食しています。彼らも優秀なハンターですから忍び寄ってパクッといっちゃうわけですね。彼らはサキシマスジオって言ってこのスジオナメラっていうヘビなんですけど、これは東南アジア一帯とかマレーシアの方に多く暮らしてます。Il s'agit de la sous-espèce Elaph tainura schmakeri, vivant dans les îles Ryukyu. C'est un serpent brun olive devenant plus foncé à l'extrémité de la queue. Selon Daiki, sur Iriomote, l'espèce se nourrit essentiellement de chauves-souris qu'elle chasse directement dans les grottes, la couleuvre étant capable de se déplacer le long des parois. 正しい持ち方とかいかにして持つと彼らがおとなしくなるかみたいな方法がやっぱりそれぞれの種類によってあるんですよ。Ici prend fin notre excursion dans la jungle d'Iriomote, et par la même occasion notre séjour dans les îles Yaeyama. Avant de découvrir moi-même le paradis qu'est Iriomote, j'avais visionné un magnifique documentaire Arte. Je ne peux que vous le recommander vivement pour en découvrir davantage. L'île Iriomote, un paradis tropical au Japon, réalisé par Minako Harada. Avec Marie, on a vraiment surkiffé cette semaine d'immersion dans le Japon tropical. Et je pense sincèrement qu'un jour, je reviendrai dans ces îles fantastiques, avec l'espoir cette fois d'observer le martin chasseur violet et qui sait, le chat d'Iriomote. Le lendemain matin de l'excursion nocturne avec Daiki, nous avons rejoint le ferry pour rentrer à Ishigaki. J'espère que notre aventure dans les îles Ryukyu vous aura captivé. Néanmoins, l'aventure nippone ne s'arrête pas là.
鹿とき鳥立ちしみて内地幸がうの花